L'empathie, c'est une capacité qui est un pouvoir extraordinaire si tant est qu'elle soit bien développée et qu'elle soit bien utilisée. Bien évidemment, elle a une importance toute particulière pour les personnes qui ont choisi d'exercer un métier dans les relations humaines, ça peut être le cas d'un métier de thérapeute ou de travailleur social. Mais même au-delà de ces champs professionnels, cette capacité d'empathie est d'une extrême importance dans notre vie à toutes et à tous. Comment est-ce que cette capacité se développe? Comment est-ce qu'elle peut atteindre son plein potentiel et donc révéler toute sa puissance? Si vous êtes intéressé par le fait d'en savoir davantage sur cette incroyable compétence au pouvoir extraordinaire, vous êtes au bon endroit puisqu'on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette compétence incroyable qui est l'empathie, qui parfois, vous allez voir, est confondue avec d'autres concepts. Moi-même, avant de m'intéresser vraiment à ce sujet et de me plonger dans les aspects de définition et de conceptualisation vis-à-vis de l'empathie, je pouvais peut-être confondre l'empathie avec la contagion émotionnelle, avec la sympathie ou avec la compassion. Donc ce qui me semble intéressant, c'est que dans un premier temps, je vous emmène avec moi à travers cette exploration que j'ai pu faire des différentes définitions de l'empathie. Pour commencer, le mot empathie est une traduction d'un terme allemand que je vais surtout pas me risquer à vous prononcer sous peine de l'écorcher vraiment de manière abominable, donc du coup je vais vous l'afficher sur l'écran, et simplement que vous sachiez que ce terme renvoie à la capacité de ressentir l'autre de l'intérieur. Il a été utilisé pour la première fois par le psychologue allemand Robert Wichner en 1873 pour désigner la projection mentale de soi-même dans un objet extérieur. Et cet objet extérieur, ça pouvait être une maison ou un arbre, quelque chose auquel on pouvait s'associer de manière subjective. Et ensuite, le philosophe Theodor Lipps a étendu cette notion pour décrire le sentiment d'un artiste qui se projette par son imagination, non seulement dans un objet inanimé, mais aussi dans l'expérience vécue d'une autre personne. Selon Mathieu Ricard, l'empathie peut être déclenchée par une perception affective du ressenti de l'autre ou par l'imagination cognitive de son vécu. Et donc du coup, pour lui, dans les deux cas, il y a quand même cette distinction qui est faite entre mon vécu propre et le vécu de l'autre. Cette nuance-là, elle est importante pour différencier notamment la notion d'empathie de celle de contagion émotionnelle, qui sont deux choses différentes. Vous voyez par exemple, quand on prend un fou rire, il y a une personne qui commence à rigoler, et l'autre personne commence à rire également avec elle, et on n'arrive plus à s'arrêter. Il s'agit en réalité d'une certaine forme de contagion émotionnelle. On ressent exactement la même émotion que l'autre, en même temps que lui, et on s'entraîne l'un et l'autre. Ce serait exactement la même chose si je vois une personne triste, une personne pleurer, et que je vais commencer à me mettre à pleurer avec elle. À ce moment-là, il s'agit de contagion émotionnelle, mais pas d'empathie. Et si on vient maintenant s'intéresser un petit peu plus en profondeur à la manière dont cette incroyable capacité d'empathie se développe avec le temps. Je vais vous présenter la conceptualisation de Serge Tisseron, qui est psychiatre, docteur en psychologie et qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet. Pour lui, cette capacité va se développer à travers plusieurs grandes étapes pour en arriver à sa forme la plus aboutie. Et c'est notamment dans ce dernier stade que l'empathie va devenir l'allié le plus puissant du thérapeute, du travailleur social, pour toutes les personnes qui travaillent dans un métier de la relation. Donc du coup, cette empathie, avant d'arriver à son stade le plus mature, va passer par deux autres étapes, et la première de ces dernières sera ce qu'on appelle l'empathie affective. Et selon la majorité des chercheurs, l'empathie affective serait les premières formes d'empathie qui apparaissent à partir de l'âge de 1 an approximativement. Ce premier niveau d'empathie, en fait, c'est ce qui va permettre au bébé de reconnaître les expressions faciales et émotionnelles, de commencer à reconnaître les émotions d'autrui. Donc du coup, bébé, à 1 an, il va commencer à reconnaître que la personne qui lui sourit est une personne qui est contente, que la personne qui pleure est une personne qui est triste. Et ensuite, au fil du développement, il y a une autre capacité d'empathie qui va commencer à se développer. C'est ce que Serge Tisseron appellera l'empathie cognitive. Et pour celle-là, il va y avoir comme un point de bascule à peu près vers l'âge de 4 ans et demi. En fait, si on s'intéresse un petit peu à la psychologie du développement, on se rend compte qu'à cet âge-là, grosso modo entre la moyenne section de maternelle et la grande section de maternelle, les enfants commencent à acquérir une compétence incroyable que l'on appelle la théorie de l'esprit. Et pour la petite histoire, cette compétence, je m'y étais énormément intéressé à la fin de mes études de psychologie puisque j'y avais consacré mon mémoire de fin d'études. Et cette théorie de l'esprit, c'est la capacité que vont acquérir les enfants à pouvoir comprendre, à pouvoir imaginer que l'autre a une représentation du monde qui lui est propre, a des savoirs, des connaissances qui lui sont propres, alors que jusqu'à présent, l'enfant pensait que ce qu'il savait lui-même,
tout le monde le savait. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais vous parler de l'expérience de Sally et Hall, qui est celle qui est vraiment emblématique de cette capacité de théorie de l'esprit dans le développement des enfants. Dans cette expérience, en fait, on montre à l'enfant une maison de poupée, et puis on a deux petits personnages à l'intérieur de cette maison, et par exemple, on va dire qu'on prend un objet comme un livre, et ce livre-là, on va le mettre dans le tiroir du bureau. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que devant l'enfant, on fait sortir un des deux personnages, et pendant ce temps-là, celui qui est resté à l'intérieur de la maison va venir prendre l'objet qui est dans le tiroir du bureau et va venir le changer de place, le mettre par exemple dans une armoire. Ça, on l'explique à l'enfant, on lui dit, tu vois, le personnage qui est resté, il a changé de place l'objet, et maintenant, on va faire revenir le petit personnage qui était à l'extérieur de la maison, et on va demander à l'enfant qui est à côté de nous, à ton avis, ce personnage qui était à l'extérieur, où est-ce qu'il va venir chercher l'objet. Donc du coup, vous voyez, l'enfant qui a assisté à toute la scène lui-même, il le sait que l'objet n'est plus dans le tiroir du bureau, mais qu'il est dans l'armoire. Mais il faut qu'il comprenne que le petit personnage qui est sorti de la maison, lui, il n'a pas cette information, donc très probablement, quand il va revenir à l'intérieur de la maison, lui, il va chercher l'objet à l'endroit où il pensait qu'il était, c'est-à-dire dans le bureau. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que les enfants, avant 4 ans et demi, lorsqu'on leur demande où est-ce que la personne qui était sortie de la maison va venir chercher l'objet, ils nous disent tous qu'il va venir le chercher à l'intérieur de l'armoire. Parce que eux-mêmes ont cette information, ils le savent, donc ils considèrent que tout le monde le sait. Alors qu'après 4 ans et demi, et avec le développement de cette compétence en théorie de l'esprit, les enfants vont arriver à comprendre que ce petit personnage qui était sorti, lui-même il n'a pas cette information, donc il a une construction du monde, il a des savoirs, il a des connaissances qui sont différentes, et donc du coup quand il va revenir, il va chercher le livre dans le bureau. Et cette compétence-là, elle est d'une extrême importance, vous voyez, puisque ça va permettre de passer à un autre niveau de la capacité empathique. Cette compétence-là, elle sert aussi tout simplement à comprendre l'humour, à comprendre le second degré. Puisque les mécanismes d'humour de second degré sont basés sur le principe que l'autre sait bien que ce que l'on est en train de dire, c'est décalé par rapport à ce que l'on pense, c'est décalé par rapport à ce que l'on sait. Et donc du coup, pour comprendre ce mécanisme d'humour, il faut avoir acquis cette compétence-là. Une autre expérience que vous pouvez faire très facilement si vous avez un enfant dans votre entourage qui est entre 4 et 5 ans, et si vous voulez observer de vos propres yeux cette compétence de théorie de l'esprit, c'est celle de la boîte de Smarties. Est-ce que tu connais ça? Oui, Qu'est-ce que c'est? des Smarties. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Des raisins secs. Est-ce qu'on remet les raisins secs dans la boîte? Oui. Ok. Alors, si on demande à Marie-Claude, la professeure, Ouais, qu'est-ce qu'elle va penser qu'il y a dans la boîte, Isabelle? des raisins. Elle va penser qu'il y a des raisins? Oui. Vincent, Vincent? est-ce qu'elle pourrait penser que c'est des Smarties qu'il y a dans la boîte? Non, Non? je veux des raisins. Juste des raisins. Qu'est-ce qu'elle va penser qu'il y a dans la boîte, Marie? Elle va penser que c'est des Smarties. Ah oui? Tu crois? Pourquoi? Ben, parce que c'est une boîte de Smarties. Puis peut-être qu'elle va penser que... Il y en a dedans? Ouais. Est-ce qu'elle pourrait penser qu'il y a des raisins secs? Ben, si on lui a déjà fait le coup, oui. À ce moment-là, les enfants vont commencer à être capables de se mettre intellectuellement à la place de l'autre, vont être capables d'imaginer que l'autre a une construction mentale qui est différente de la leur. Là où avec l'empathie affective, l'enfant pouvait se dire « tu pleures donc je vois que tu es triste », avec l'empathie cognitive, il est capable de se dire « tu es triste et je comprends pourquoi ». Là où la nuance est significative, c'est qu'avec cette empathie cognitive, l'enfant est capable de se différencier de l'émotion de l'autre et de se dire effectivement tu es triste, même si moi, ce que tu vis là, ça ne me rendrait pas triste. Et ensuite, en général dans le développement ordinaire entre 7 et 13 ans, si on prend une fourchette large, va commencer à se développer la dernière forme d'empathie qui est l'empathie mature. Et si vous acceptez cette proposition, l'empathie mature, c'est un parfait mélange de l'empathie affective et de l'empathie cognitive. Parce que dans l'empathie affective, il y a toujours le risque d'éprouver les émotions d'autrui comme étant les siennes propres, et donc par conséquent d'être incapable de lui porter secours ou de lui apporter une aide intéressante. Et à l'opposé, s'il n'y a que de l'empathie cognitive, le risque c'est de comprendre l'émotion de l'autre, mais donc du coup de pouvoir s'en servir, notamment pour le manipuler. Vous savez, tous les plus grands manipulateurs ou les plus grands pervers ont une excellente empathie cognitive. Ce qui est essentiel, ça va être la capacité de les articuler l'une avec l'autre. Avec l'empathie mature vient cette compétence de l'enfant de pouvoir se dire « si j'étais à ta place et que j'avais vécu ce que tu as vécu, je ressentirais de la tristesse comme toi ». Et c'est bien cette capacité d'empathie mature qui est une alliée
fondamentale dans notre existence. C'est aussi ce que montrent les travaux de Jean Dossetti, qui est neuroscientifique spécialisé dans la compréhension des bases cérébrales de l'empathie. Pour lui, cette capacité d'empathie pleinement mature, c'est la capacité à partager les émotions avec autrui, sans confusion entre soi et l'autre. Et elle est un puissant moyen de communication interindividuelle et l'un des éléments clés dans la relation thérapeutique. Et ça rejoint très bien la définition de l'empathie que nous propose le docteur Reynaldo Perón et Yara Dumit Nofal dans leur ouvrage Provoquer le changement, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et ils disent que l'empathie est un mode de connaissance de l'autre qui repose sur la capacité d'être en résonance à sa place sans le remplacer. Et donc du coup, on comprend facilement que cette capacité empathique est l'allié principal du thérapeute parce que c'est elle qui permet de faire ce voyage sur les épaules de l'autre, dans sa tête, dans son corps, dans son psychisme, pour ensuite revenir à l'intérieur de soi, dans cette posture de thérapeute, pour pouvoir intervenir stratégiquement. Et cette rapidité de connaissance que permet l'empathie permet d'accélérer le processus et d'aller à l'essentiel beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a une autre forme d'empathie dont nous parle Serge Tisseron, qui est complémentaire avec celle qu'on vient de voir, et cette forme-là, c'est ce qu'il va appeler l'auto-empathie. Et en fait, ce serait relié à la capacité à comprendre, à interpréter nos propres émotions. Vous savez, on peut parfois être en colère par rapport à quelque chose, et si on n'a pas cette capacité, ou si on ne fait pas cet effort-là de comprendre pourquoi on est dans cet état de colère, bien, le risque, c'est quoi ? C'est que je vais rentrer chez moi, ou la première personne qui va passer, je vais me saisir de ce prétexte pour pouvoir déverser ma colère. Ça peut être par exemple un automobiliste sur la route, enfin n'importe quel exemple, où je vais pouvoir me servir de cette situation-là pour déverser ma colère, et ensuite je vais pouvoir dire à tout le monde, bah voilà, j'étais en colère à cause de cette situation-là, alors qu'en fait, ce n'était qu'un déversoir de la colère qui était déjà en moi, mais que je n'avais pas identifié ou dont je n'avais pas identifié les causes. Et cette capacité d'introspection, d'une certaine manière, elle est aussi très importante pour pouvoir comprendre que l'autre peut être dans des états contradictoires, qu'il peut être rempli de paradoxes. À partir du moment où j'arrive à voir en moi tous les paradoxes qui peuvent exister à l'intérieur de ma pensée, que j'arrive à voir en moi un discours différent, que j'arrive à avoir cette dialectique interne en fait, où je peux penser une chose et en même temps en penser une autre qui semble s'opposer. Et bien au moment où j'arrive à repérer ça chez moi, je prends conscience que les autres peuvent être dans le même état et que quelqu'un peut avoir des attitudes, peut avoir une pensée qui est paradoxale. Et ça, croyez-moi, ça peut permettre de sortir de bien des incompréhensions. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne également si jamais vous souhaitez la soutenir. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour l'exploration de nouveaux concepts, et en attendant, prenez bien soin de vous.